Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette conférence organisée par l'UFE. Donc, nous sommes le cabinet Jade Fiducial. Vous avez Bénédicte qui est branch manager de notre bureau de New York et Tony, managing director, situé plutôt sur la côte ouest. Donc, ce que nous allons essayer de faire, c'est avec Bénédicte, donc de vous présenter les particularités américaines en termes de fiscalité, euh, qui en fait, mine de rien, peut être assez différente de ce qui se passe en France. Et donc, notre but, ça va être de vous donner quelques informations, quelques tips, comme on dit aux US, pour éviter de tomber dans certains pièges. Alors le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est donc les États-Unis, ce n'est pas un paradis fiscal, même si vous vous installez au Delaware. Donc c'est une légende. Donc il y a aux États-Unis, vous payez de l'impôt partout et donc à plusieurs niveaux, hein. Donc ça, on vous expliquera au fur et à mesure comment cela fonctionne au niveau fédéral jusqu'au niveau de la ville. Donc, Bénédicte, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots. Déjà, bonjour à tous. Merci donc effectivement de suivre cette conférence. Et comme donc l'a expliqué Tony, nous allons donc vous expliquer comment les démarches à suivre parfois et la procédure de l'imposition aux États-Unis et en France. Merci Bénédicte. Donc en fait, alors on va vous prendre un cas de figure donc d'une famille, donc un couple avec deux enfants qui souhaitent vivre leur rêve américain. Mais en fait, dans leur bagage, donc ils vont arriver avec des actifs, des biens immobiliers en France, des comptes bancaires, des choses comme ça. Donc un passé avant les États-Unis que, mine de rien, ils vont emporter avec eux et que cela aura une incidence donc d'un point de vue fiscal aux États-Unis. Donc voilà, donc la famille Jaffi avec Martin, Chantal, les parents, et Arthur, Pauline, les enfants. Donc premier impact, hein, suite à l'arrivée aux États-Unis, c'est déterminer la résidence fiscale, donc entre la France et les États-Unis. Donc le premier critère pour déterminer cette résidence fiscale, c'est le nombre de jours. Donc, le nombre de jours, donc certainement, vous avez été déjà conditionné du côté français, donc il y a les fameux 183 jours. Donc, c'est à peu près le même principe du côté des US, à une particularité près. Donc, quand vous arrivez, donc on comptera le nombre de jours de présence au cours de l'année, donc en 2025, plus un tiers des jours sur l'année 2024 et plus un sixième des jours sur l'année 2023. Et si ce total-là dépasse 183 jours, donc vous pourriez être assimilé comme des résidents fiscaux américains. Donc alors aussi un petit point, donc j'ai oublié de préciser, hein. Donc on va partir du principe que la famille n'arrive pas en visa donc F1 ou J1, donc ce sont des visas particuliers, hein, pour lesquels vous bénéficiez du statut de non-résident. Et également, bien sûr, ils ne sont pas résidents, ils ne sont pas citoyens américains ou détenteurs de la green card. Donc en fait, ils vont arriver en visa, soit visa de travail, soit visa filial ou soit visa investisseur. Et donc, par rapport à ce nombre de jours, donc la fameuse barrière de 183 jours, donc les US, donc vous pourriez vous retrouver résidents fiscaux si ce nombre de jours dépasse ou atteint les 183 jours l'année de l'arrivée. Donc, bien faire attention si vous avez des impacts entre la France et les US, et bien s'assurer que ce nombre de jours en fait aura été anticipé
pour éviter de vous retrouver piégé par rapport à cette condition-là. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe si finalement vous avez plus de 183 jours, donc l'année de l'arrivée aux US. Donc, entre le 1er janvier et votre date d'arrivée aux US, donc vous êtes considérés comme des résidents fiscaux français. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que du côté français, vous allez déclarer donc, vos revenus mondiaux, hein, donc de ce qui se passe en France, mais également ce qui se passe en dehors de France sur cette période-là. Tandis que du côté américain, vous êtes considérés comme des non-résidents. Donc, vous allez déclarer aux États-Unis que ce qui se passerait aux États-Unis et qui serait potentiellement taxable aux États-Unis. Donc, s'il n'y a aucun revenu américain, de source américaine taxable aux US, donc la déclaration serait à 0. Et donc, sur la deuxième partie de l'année, qu'est-ce qui se passerait? C'est que, à partir de votre date d'arrivée, vous seriez donc des résidents fiscaux américains. Et donc, sur cette période-là, aux États-Unis, donc vous déclarez vos revenus mondiaux, donc ce qui se passe aux États-Unis, mais également ce qui se passe en dehors des États-Unis, tandis que, en fait, en France, hein, donc c'est l'effet miroir, donc vous devenez des non-résidents, et ça veut dire que vous déclarez en France que les revenus de sources françaises taxables en France. Donc, Bénédicte reviendra vers vous un peu plus tard, justement pour savoir quels revenus seraient taxés en France et aux US sur cette période de non-résident. Donc, l'autre cas de figure, c'est que finalement, en fait, vous ne dépassez pas les 183 jours du point de vue des US. Donc, ça veut dire que du côté des États-Unis, vous êtes des non-résidents. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur cette période de non-résidence? Donc, aux États-Unis, vous ne déclarez, comme vu précédemment, que les revenus de source américaine taxables aux États-Unis. Mais la contrepartie, c'est qu'en France, vous seriez considérés comme des résidents toute l'année et en tout état de cause, donc ce qui va se passer, c'est que vous devrez déclarer sur votre déclaration française donc les revenus américains qui ont été déjà taxés aux États-Unis, mais quand vous les reportez sur votre déclaration française, donc là, vous utilisez les mécanismes qu'on peut utiliser avec le traité, la convention fiscale entre la France et les US, et notamment, si c'est des revenus de salaire, vous pouvez utiliser, côté français, vous pouvez utiliser donc un crédit d'impôt équivalent à l'impôt français sur ces revenus américains. Donc ça, pareil, c'est un sujet que Bénédicte abordera un peu plus tard. Et donc, par contre, il y a une petite exception, c'est que même si vous avez fait moins de 183 jours aux États-Unis et que vous êtes sur le moment où vous allez déposer votre tax return, donc l'année suivante, hein, donc pour 2025, en 2026, si le nombre de jours avant que vous déposiez votre déclaration fiscale 2025 en 2026 dépasse les 2/3, donc en fait, vous pourriez être considéré comme un résident sur cette période-là. Donc, c'est un mécanisme qui peut avoir certains avantages, mais certains inconvénients. Donc ça, pareil, avant de décider, il ne faudra pas hésiter de consulter donc un CPA. Hein. Donc CPA, c'est l'équivalent de l'expert comptable en France, mais aux États-Unis, pour voir quelles seraient les meilleures options. Soit est-ce que vous êtes non résident ou est-ce que vous êtes résident justement à partir de la date à laquelle vous vous installez. Donc, alors ça, ce sera la partie pour Bénédicte. Donc, OK, vous quittez la France, mais il y a quelques pièges à éviter. Donc, vas-y, Bénédicte. Exactement, merci Tony. Donc effectivement, avant de rentrer dans les détails de ce qui sera imposé en France ou aux États-Unis concernant les revenus français, nous allons parler d'abord des démarches qu'il faut penser à faire avant de quitter la France. Donc, le premier, on va dire le plus important, c'est de prévenir le centre des impôts comme quoi vous quittez la France. Effectivement, cela peut avoir un impact sur vos taux de prélèvement automatiques et qui sont faits autres que sur les salaires de vos revenus français.
Également, dans certains cas, il faut s'assurer que l'exit tax française ne s'applique pas. Ou alors, si elle s'applique, effectivement, vous pouvez demander un sursis d'imposition. Et le sursis d'imposition se fait avant le départ. Il est de 90 jours avant le départ de faire ce sursis d'imposition de l'exit tax. Donc, il ne faut pas hésiter donc, de prendre contact avec votre expert comptable ou quelqu'un de spécialisé dans l'exit tax avant votre départ, de savoir si oui ou non vous êtes assujetti à cette exit tax française qui s'applique sur certains biens mobiliers, actions ou autres. Vous n'êtes pas forcément tous concernés, mais il faut quand même se poser la question. Autre chose qui n'est pas forcément liée à tout de suite au départ, mais sachez que vous serez, en tant que non-résident, assujetti donc à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, sur les biens situés en France, même si vous êtes considéré comme non-résident sur les années qui suivent. On reviendra sur toutes les revenus et l'imposition des revenus français une fois que vous êtes arrivé aux États-Unis. Je laisse donc Tony vous présenter un petit peu la fiscalité américaine dans un premier temps. Bénédicte. Donc, la fiscalité américaine, donc on va rentrer dans le vif du sujet un petit peu. Donc là, on a parlé théorie. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis? Donc, la règle de base, hein, donc, elle est la même qu'en France. Donc, si vous êtes résident fiscaux américains, donc c'est imposition sur les revenus mondiaux. Donc, bien sûr, il y a certains mécanismes de crédit d'impôt à travers les conventions fiscales, mais c'est la règle de base. Donc, ça veut dire que tout revenu est considéré taxable. Donc, après, Bénédicte abordera certaines exceptions qui peuvent être notamment désavantageuses par rapport à certaines avantages du côté français, mais donc il faut garder ça à l'esprit. Donc aux US, tout est taxable, pratiquement. Et donc, alors comment se passe l'imposition aux États-Unis? Donc vous avez 3 niveaux possibles d'imposition. Donc l'imposition fédérale, donc au niveau du pays, l'imposition au niveau de l'État, donc État par exemple New York ou la Californie, et après potentiellement donc la ville. La ville, par exemple, New York City. Alors pourquoi je vous dis potentiellement? C'est parce que donc déjà le fédéral, vous ne pouvez pas y échapper. Peu importe l'État où vous souhaitez vous installer ou la ville où vous souhaitez vous installer, donc l'impôt fédéral est applicable partout. Donc on ne mentionnera pas Porto Rico qui est une exception et qui n'est pas vraiment un État. Donc ça veut dire que l'impôt fédéral, peu importe où vous êtes, vous sera appliqué. Donc après, vous avez l'impôt d'État. Donc il y a 9 États aux États-Unis où il n'y a pas d'impôt sur le revenu au niveau de l'État. Donc les plus célèbres, donc ce sont la Floride, le Nevada, le Texas et Washington State. Donc Washington State hein, sur la côte ouest à Seattle. Donc à ne pas confondre avec Washington DC. Et donc ces États-là, il n'y a pas d'impôt sur le revenu au niveau de l'État. Donc l'impôt fédéral existe toujours, hein, mais donc là, il n'y a pas d'impôt d'État. Sauf, par exemple, vous voyez, Washington State qui ne taxera pas les salaires, mais qui taxera les plus-values d'actions à long terme, donc détenues depuis plus d'1 an, si la plus-value, pour la partie qui dépasse 270 000 $ du capital gain. Et donc là, ils appliqueront une taxation de 7%. Mais dans le même temps, ils ne taxeront pas les salaires. Par exemple, un autre exemple, hein, juste pour vous expliquer le mécanisme US, c'est par exemple la Californie, l'année de votre arrivée, en fait, voudra savoir les revenus que vous aurez perçus avant votre date d'installation pour calculer le taux moyen d'imposition californien. Donc, il peut monter jusqu'à 13,3%.
En fait, pourquoi ils font ça? C'est que, en fait, ils estiment que même si vous n'avez pas été résident sur toute l'année, donc vous bénéficiez de la douceur de vivre californienne. Donc, en fait, ils vont considérer que le revenu que vous avez eu avant de venir, s'il avait été en Californie, voilà comment il aurait été taxé. Et donc, en fait, et sur le petit bout de Californie qui restera taxable en Californie, donc ils appliqueront le taux global. Donc, en fait, tout ça pour dire que chaque État a ses particularités. Donc, bien faire attention et bien vous renseigner avant de vous installer. Et donc après, bien sûr, vous avez l'impôt de ville qui peut être appliqué. Donc ça Bénédicte connaît très bien hein, en étant à New York. Mais il y a certaines autres villes aux États-Unis aussi qui appliquent cet impôt de ville. Donc très bien. Donc là maintenant, en fait, alors c'est juste pour vous donner une idée donc des barèmes fiscaux américains. Alors, au contraire de la France, la notion de quotient familial n'existe pas. Donc, vous verrez, alors peut-être vous pourrez bénéficier de quelques crédits d'impôt pour les enfants, mais en fait, là, il y a 4 statut marital qui s'applique quand vous déposez une déclaration fiscale. Donc, célibataire, marié en déposant la taxe interne conjointement, chargé de famille, donc en général, c'est les gens célibataires avec des enfants, et mariés, mais en déposant déclaration séparément. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, hein, c'est que votre année d'arrivée, normalement, dans la plupart des cas, vous ne pourrez pas être considéré des résidents sur toute l'année. Et donc, cela veut dire que le statut, même si vous êtes marié et qu'en France, vous déposiez conjointement, en fait, aux US, dans la plupart des cas, votre statut de déclaration sera marié en déposant séparément. Et donc, vous voyez des tranches d'imposition qui vont de 10 à 37%. Donc, ça reste un peu moins que la France hein, en termes d'imposition sur le revenu. Mais après, donc, il ne faudra pas oublier l'impact des États et des villes potentiellement. Donc ça, c'est le barème de l'impôt sur le revenu. Après, vous avez d'autres taxes, donc notamment une qui est assez importante, c'est la Net Investment Income Tax, donc qui représente 3,8% sur les revenus d'investissement, qu'ils soient américains ou étrangers. Donc, bien en tenir compte. Donc, notamment donc, sur les intérêts, les dividendes, les plus-values, des revenus locatifs, et encore une fois, étrangers ou américains. Alors, ce qu'il faut garder aussi à l'esprit, c'est que à aujourd'hui, en face de cette Net Investment Tax, en fait, on ne peut pas utiliser le crédit d'impôt français. Donc ça, on abordera le sujet un peu plus tard. Donc, ça veut dire que, mine de rien, c'est qu'à aujourd'hui, si vous payez l'impôt en France, donc en fait, ça, clairement, les 3,8, c'est une taxe supplémentaire. Donc ça, et aussi, donc il y a un barème spécial par rapport aux plus-values à long terme. Donc, plus-value à long terme et les dividendes qualifiés, donc qui va de 0 à 20%. Et donc, alors normalement, c'est 0%, 15%, 20%. Et qui se détermine. Alors, comment savoir quel taux s'appliquera? En fait, ça dépendra aussi de vos autres revenus pour savoir si vous êtes à 0%, 15% ou 20%. Et bien sûr, hein, comme mentionné juste avant, donc sur ces revenus-là, s'appliquera potentiellement donc les 3,8% de Net Investment Tax. Et donc ça, c'est le fonctionnement au niveau fédéral. Et donc, en plus de tout ça, donc ne pas oublier l'impôt d'État et l'impôt de ville si vous êtes concerné. Et donc là, comme précisé, vous voyez, donc la Californie, c'est un des États qui taxe le plus. Et donc, vous pouvez vous retrouver suivant le niveau de revenu, mais avec à devoir rajouter en plus de l'impôt fédéral 13,3% d'impôt. Donc, voilà, donc c'est non négligeable et il faut bien essayer d'anticiper tout ça avant votre arrivée et votre installation aux US.
Donc, à titre de comparaison, donc là, on va juste vous donner une idée et que vous ayez en tête donc les deadlines américaines en comparaison de ce que vous pouvez avoir en France. Donc, le tax day aux US, hein, donc c'est le 15 avril. Donc, ça, c'est la date initiale de dépôt pour les déclarations de résidents. Pour les déclarations de non-résidents, c'est le 16 juin, donc cette année. Donc, en général, c'est le 15 juin, ça dépend si ça tombe un week-end ou pas. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez perçu un salaire américain, mais vous êtes non-résident, la deadline sera quand même le 15 avril. Donc, ça, il faut juste le garder en tête. Et en fait, alors aux États-Unis, vous avez possibilité de faire une demande d'extension. Parce que vous voyez, 15 avril, mine de rien, c'est assez tôt dans l'année. Et il arrive souvent que vous n'ayez pas toutes les informations disponibles, et notamment les informations qui viennent de France, hein, puisqu'en France, vous déposez plus tard. Donc, par exemple, vous voyez, cette année, les déclarations papier étaient à déposer le 20 mai, et pour les non-résidents, c'est le 22 mai. Donc, alors vous dites, mais comment est-ce qu'on fait si au 15 avril, on n'a pas les informations? Donc, on fait une demande d'extension. Donc, demande d'extension, ça vous permet de déposer plus tard. Donc, par exemple, pour une deadline du 15 avril, vous pouvez déposer jusqu'au 15 octobre. Comme ça vous permet de rassembler les documents manquants. Par contre, ce qu'il faut garder à l'esprit également, c'est que ça vous permet de déposer plus tard. Mais au 15 avril, il faudra quand même que vous ayez réglé l'impôt dû pour le 15 avril. Sinon, si vous ne le faites pas, donc en fait, vous pourrez être assujetti à des intérêts, des pénalités de retard. Donc après, vous allez nous dire, mais comment est-ce qu'on fait si on ne connaît pas on n'a pas les informations? Donc on fait des estimations. Donc voilà, c'est un process qui est en fait assez courant aux US, donc qui est un peu différent de la France, mais qui est tout à fait toléré vis-à-vis du fisc américain. Après, alors juste aussi par rapport une dernière chose par rapport au deadline. Donc aux États-Unis, donc il y a le mécanisme aussi hein, sur les salaires de retenue à la source. Donc au niveau fédéral, niveau de l'État et niveau de la ville. Mais par contre, c'est si vous avez des revenus à côté, hein, des dividendes, des intérêts, des revenus locatifs, des choses comme ça. Donc, il se peut que vous ayez à faire des acomptes sur le côté. Et donc, les dates pour effectuer ces acomptes, donc par exemple pour l'année 2025 à déposer en 2026, donc le premier acompte est dû le 15 avril 2025. Donc oui, en fait, le 15 avril 2025, vous auriez une deadline pour le dépôt ou la demande d'extension de la déclaration 2024, mais également effectuer le paiement du premier acompte 2025. Deuxième acompte est dû le 15 juin 2025. Troisième acompte le 15 septembre 2025. Et le quatrième acompte le 15 janvier 2026 pour l'année 2025. Donc voilà, bon, après c'est des gymnastiques en termes d'organisation, mais bon, normalement, les CPA sont habitués à ce genre de problème. Donc voilà, ça c'était pour la partie américaine et essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet. Et donc maintenant, Bénédicte va vous parler des accords qu'il y a entre la France et les États-Unis pour éviter de la double taxation. Merci Tony. Alors oui, effectivement, je vais vous parler en fait des conventions qui sont mises en place entre la France et les États-Unis pour éviter de payer 2 fois l'impôt sur certaines catégories de revenus ou sur certains biens. Donc les accords fiscaux, il existe donc 3 conventions. Une convention sur l'impôt sur le revenu, donc qui comprend donc comment la taxation des dividendes, intérêts, salaires, revenus fonciers, retraites, toutes les catégories de revenus que vous pouvez avoir en France et aux États-Unis, savoir dans quel pays, en fonction de votre résidence, vous allez être imposé.
Évidemment, dans cette convention, il y a des exceptions concernant certaines catégories de revenus, notamment la retraite, qui prévoit qu'effectivement la retraite n'est imposée que dans le pays où vous la touchez. Donc votre retraite française ne sera taxée qu'en France, jamais aux États-Unis. Ensuite, on peut aussi avoir donc une convention fiscale concernant les successions-donations. Le droit américain et le droit français concernant la succession-donation ne sont pas du tout les mêmes. Cependant, il existe donc une convention entre la France et les États-Unis pour savoir comment traiter les biens qui sont dans chaque pays en cas de succession-donation, mais également les formalités à faire, notamment aux États-Unis, si vous recevez une donation de nature française. Troisième convention qui existe au niveau de la sécurité sociale. Cette convention, elle est spécifique dans le sens où de savoir quel va être mon régime de sécurité sociale si je suis détaché à l'étranger ou je suis un expatrié. Les deux sont totalement différents. Si vous êtes détaché, vous pouvez bénéficier encore de la sécurité sociale, on va dire française. Quand vous êtes expatrié, sous certaines conditions en termes d'exception, vous êtes affilié à la sécurité sociale américaine. Voilà. Ça, c'était en concernant donc les conventions. Quels sont les accords également qui ont été signés donc, entre la France et les États-Unis? C'est un accord concernant l'information entre les deux pays de vos comptes bancaires ou tout placement que vous avez fait en France. Donc la fameuse loi FATCA qui effectivement oblige les résidents fiscaux américains français de déclarer chaque année, en même temps que le dépôt de la déclaration américaine, l'ensemble de leurs comptes bancaires. Alors c'est à titre informatif, mais il faut faire la liste de vos comptes bancaires, placements, assurance vie, pour le déclarer donc aux États-Unis. Concernant la convention fiscale, notamment sur l'impôt sur le revenu, cette convention s'applique de facto au niveau fédéral. Concernant les États, certains États ne reconnaissent pas la convention. Donc peut-être quelque chose qui est exempté au niveau fédéral par la convention ne le sera pas au niveau de l'État, en fonction de l'État où vous habitez, évidemment. Voilà, donc c'était pour vous présenter un petit peu les conventions qui existent entre les États-Unis et la France. Je laisse la parole à Tony pour vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que la loi FATCA. Merci Bénédicte. Donc la loi FATCA, donc, vous avez peut-être déjà entendu parler et peut-être déjà été impliqué indirectement, notamment par des demandes intrusives, je dirais, de banques françaises. Mais donc en fait, alors qu'est-ce que c'est la loi FATCA? Donc ça a été mis en place par les États-Unis à partir de 2010. Donc la raison première, c'était lutte contre le blanchiment d'argent. Donc ça a été ratifié et donc signé entre les États-Unis et 113 pays dans le monde, donc notamment la France. Et donc, c'est quoi le but derrière? C'est que les organismes et institutions bancaires, par exemple, étrangères, donc hors américaines, communiquent au fisc américain, donc l'IRS, Internal Revenue Service, à l'IRS, la liste des comptes détenus par un résident fiscal américain qui aurait des comptes donc, à l'étranger. Donc ça a été mis en place donc, en 2010 et donc l'accord a été signé et effectif à compter de novembre 2013 avec une mise en application donc, en janvier 2015. Donc, comme expliqué précédemment, donc c'est principe de réciprocité. Donc, ça veut dire que les banques françaises communiquent au fisc américain donc les comptes détenus donc, par les
les ressortissants américains ou résidents fiscaux américains. Et en fait, ça permet donc au fisc de recouper les informations avec les déclarations fiscales que sont censés faire les ressortissants ou résidents fiscaux américains. Et donc, bien sûr, comme ils recoupent les informations, donc si ce n'est pas fait, donc là, il peut commencer à avoir des pénalités. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques françaises le font automatiquement. Donc, dès que vous allez les prévenir que vous déménagez aux États-Unis, donc ne soyez pas surpris qu'ils vous demandent de remplir un formulaire W9. Donc, W9, en fait, c'est un formulaire américain, du fisc américain, pour justifier que vous êtes et en fait, c'est comment dire, j'ai oublié le mot, mais en fait, justifier que vous êtes un résident, et confirmer que vous êtes un résident fiscal américain. Alors, ne soyez pas surpris également, il y a certaines banques, dès que vous allez les prévenir que vous déménagez aux États-Unis, donc ils connaissent les implications FATCA, peut-être qu'ils vous demanderont de choisir une autre banque. Donc, ça aussi, il ne faudra pas être surpris. Donc, et en fait, alors, les implications derrière ça, donc vous avez bien compris, donc ça, c'est la banque qui fait son travail, mais après, il y a vous de l'autre côté. En tant que résident fiscaux américain, c'est qu'est-ce que vous devrez faire. Donc, vous devrez lister donc ces comptes bancaires sur votre déclaration américaine. Donc, il y a deux formulaires. Donc, il y a le formulaire 8938, où là, en fait, c'est plus général, mais vous déclarez vos actifs financiers détenus à l'étranger. Et après, on verra un peu plus loin le formulaire FinCEN 114. Donc là, c'est vraiment dédié au compte bancaire. Et donc là, mais en fait, ce n'est pas compliqué sur le formulaire 8938. Qu'est-ce que vous reportez? C'est à peu près tout ce qui est actif financier. Donc des comptes bancaires, des prêts, des PEE, des participations, des comptes courants dans les sociétés, les plans retraite, les assurances vie. Donc là, c'est vraiment la totale. Donc après, bien sûr, donc, vous êtes aux États-Unis, c'est Big Brother, donc ils veulent tout savoir sur tout. Et donc, si à un moment donné, vous ne déclarez pas les choses correctement et que c'est le fisc américain qui s'en aperçoit, donc les pénalités peuvent être assez lourdes. Donc, honnêtement, il faut quand même être prudent là-dessus et bien déclarer tout ce que vous devez déclarer pour dormir tranquille. Donc, l'autre formulaire lié à FATCA, donc c'est le formulaire FinCEN 114, donc les FBAR, donc la déclaration des comptes bancaires à l'étranger. Donc là, donc la 8938, c'était plus général, c'était les actifs financiers. Donc FBAR, c'est vraiment les comptes bancaires. Et alors, donc ils peuvent être mécaniquement déjà reportés dans la 8938, mais en fait, ce sont des informations qui partent à deux endroits différents. Donc la 8938 va auprès de l'IRS, tandis que le FinCEN part plutôt au niveau du Trésor. Et donc, alors, une petite particularité, c'est dans ce formulaire FinCEN 114, vous devez également reporter les comptes bancaires sur lesquels vous avez signature. Donc, et vous n'êtes pas nécessairement les titulaires. Donc, par exemple, si vous avez un compte bancaire sur le compte bancaire de vos parents sur lesquels vous avez signature, donc il ne faudra pas oublier de déclarer là-dedans. Donc, pas d'imposition, c'est juste déclaratif, mais il ne faudra pas oublier de le déclarer. Si vous avez des comptes bancaires, vous avez des parts d'une société que vous détenez à plus de 50% et il y a un compte bancaire sur cette société-là, même si vous n'avez pas autorité sur ce compte-là, il faudra le déclarer. Donc, même principe, comme vous voyez. Donc, les pénalités peuvent être assez lourdes. Donc, un conseil d'expérience après plus de 10 ans aux États-Unis, si vous ne faites pas ça correctement, donc les pénalités peuvent être très lourdes et même un dossier de régularisation peut être très lourd aussi. Donc, un conseil de vieux briscard, déclarez tout ce que vous devez déclarer, ça vous économisera des nuits de sommeil. Donc, alors là, même si ce n'est pas trop lié à FATCA, mais ce sont des formulaires qui sont importants de connaître. Donc, vous avez le formulaire 3520 qui est utilisé
si vous recevez une donation d'un non-résident fiscal, si la valeur de ce que vous recevez dépasse 100 000 $. Donc ça, même chose, pas de taxation là-dessus, hein. Donc c'est juste déclaratif, mais ne pas oublier de le faire, parce que si finalement vous ne le faites pas, la pénalité peut être très lourde, donc ça peut être 25% du montant que vous avez reçu. Donc que ce soit en héritage ou en donation, hein. Donc bien garder ça à l'esprit. Après, il y a le formulaire 5471, qui est à préparer quand vous détenez des parts, au moins 10% des parts d'une société étrangère, hein, du type SARL, SAS. Donc là, même principe. Donc ça, il y a une première incidence déclarative, mais après, il y a aussi une incidence taxation, puisque si vous touchez des dividendes ou pas, ou même suivant le niveau d'imposition, vous entendrez peut-être parler de la guilty tax, qui peut engendrer de l'impôt, donc là, en termes d'impôt sur le revenu. Donc ça, pareil, il ne faudra pas hésiter à consulter si vous êtes dans ce cas de figure, et surtout essayer d'anticiper. Ensuite, vous avez le formulaire 8865. Donc 8865, qui est qu'on utilise notamment pour les foreign partnerships, donc les SCI françaises. Donc là, même principe. Donc ça, c'est à déclarer. Donc en général, ce sont des sociétés en transparence fiscale. Donc là, préparer le formulaire, donc c'est déclaratif, mais vous pouvez avoir aussi une incidence fiscale en termes d'imposition sur votre déclaration individuelle. Donc ça, pareil, bien anticipé. Alors, petite particularité avec la 8865 et donc liée au SCI, même si vous détenez 1% d'une SCI en France et que en fait le reste du capital est notamment détenu par des membres directs de la famille, hein, donc vos frères et sœurs ou vos parents, en fait ce formulaire-là est à déposer. Donc ça, c'est le principe de la constructive ownership. Donc, même chose, donc, même si vous avez un très faible pourcentage, il ne faudra pas oublier de déclarer tout ça. Et ensuite, donc, un dernier formulaire à connaître, donc le formulaire 8621, qui est surtout lié donc, pour les assurances vie, les SICAV, notamment pour tout ce qui est en unité compte. Donc, c'est un formulaire qui est assez complexe à préparer, mais donc, qui est obligatoire pour un couple, hein, à partir de 50 000 $. Mais si, en fait, vous êtes en gestion automatique, donc ça veut dire qu'il y a des transactions, donc des arbitrages, donc potentiellement des plus ou moins values à déclarer. Donc, même si vous êtes en dessous des 50 000, il faudra préparer ces formulaires-là. Donc voilà. Donc mine de rien, c'est pas pour vous faire peur, hein, c'est juste pour vous alerter. Donc n'hésitez pas à consulter avant d'arriver aux États-Unis, parce que vous avez peut-être des possibilités pour consolider certains investissements et en fait faciliter vos déclarations fiscales une fois que vous serez installé aux États-Unis. Donc, alors maintenant, Bénédicte va vous présenter quelle serait la fiscalité de ces revenus français aux États-Unis. Vas-y, Bénédicte. Merci, Tony. Donc oui, effectivement, au début de la conférence, donc on a expliqué que lorsqu'on devient donc résident fiscal américain, on doit déclarer l'ensemble de ses revenus mondiaux. Donc, ce qui comprend effectivement les revenus fonciers français que vous pouvez avoir, les plus-values immobilières françaises que vous pouvez avoir, les dividendes de sources françaises, ainsi que les intérêts. Et ce qu'il faut avoir en tête au niveau des intérêts, c'est que ça peut être des intérêts qui ne sont pas taxés en France, de par leur placement, mais qui le deviennent aux États-Unis. Donc, il faut bien avoir ça en tête, qu'effectivement, comme je disais au départ, certaines règles fiscales françaises qui permettent de ne pas être imposées ne le sont pas aux États-Unis. Ce qu'il faut voir également, c'est que
quand vous êtes donc résident fiscal américain, que vous avez des revenus de source française, vous devenez donc non résident au niveau du fisc français. Vous devez quand même faire votre déclaration en France en tant que non résident sur vos revenus fonciers, principalement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tant que non résident, vous serez imposé au taux minimum de 20%. Le barème progressif ne s'appliquera pas. Vous pouvez en faire l'option, mais généralement, c'est beaucoup moins avantageux de faire l'option pour le barème progressif français, puisqu'il va falloir considérer l'ensemble de vos revenus mondiaux. En fonction du barème que vous auriez aux États-Unis, c'est peut-être pas forcément le plus avantageux de l'appliquer en France également. Au niveau des dividendes, comme vous êtes résident fiscal français, américain, je veux dire, les dividendes donc seront imposés aux États-Unis. En France, sera appliquée la retenue à la source de 12,8% qui sera pris en compte en tant que crédit d'impôt aux États-Unis pour éviter de payer 2 fois l'impôt. De même que pour les revenus fonciers, si vous payez de l'impôt à 20% en France, ces 20% seront pris en considération en crédit d'impôt aux États-Unis. Pour les plus-values immobilières, en France, en fonction de votre durée de détention, vous avez droit à un abattement qui peut permettre parfois de ne pas payer du tout d'impôt sur votre plus-value immobilière. Aux États-Unis, ce n'est pas reconnu, cet abattement. Donc, peut-être qu'en France, vous ne paierez pas d'impôt sur votre plus-value immobilière, mais vous le paierez aux États-Unis. Il faut juste avoir ça en tête, qu'effectivement, les règles fiscales françaises ne s'appliquent pas forcément aux États-Unis une fois que vous êtes résident. On avait parlé tout à l'heure de la convention fiscale entre la France et les États-Unis pour l'imposition, pour l'impôt sur le revenu. Donc voici les cas particuliers pour savoir comment est imposée certaines catégories de revenus aux États-Unis ou en France. Alors, les retraites, par l'article 18 de la Convention, les retraites, comme je l'ai déjà mentionné précédemment, ne seront imposables qu'en France. Elles ne seront pas imposées aux États-Unis. Les assurances-vie. Alors, l'assurance vie, c'est un super placement en France. Aux États-Unis, c'est là où ça se complique un peu plus, c'est en fonction du fonds dans lequel vous avez investi dans des assurances-vie, le traitement fiscal américain ne sera pas le même. Donc, ce qui peut être exempté en France ne sera pas aux États-Unis. L'exercice donc des stock options. Également, en France, c'est taxé que lorsque vous vendez vos stock options. Aux États-Unis, il existe plusieurs étapes de taxation. Donc, en fonction de quand vous les avez acquises, quand vous allez les vendre ou quand vous allez les exercer aussi, il y aura une taxation aux États-Unis. J'ai fait le tour principalement en général de ce qui peut être appliqué en France et aux États-Unis. J'espère que toute notre présentation a été claire. Je laisse Tony reprendre la main. Il a quelque chose à ajouter également. Ouais. Merci Bénédicte. Donc, alors j'espère que ça aura été instructif pour vous, hein. Donc c'est le but. Donc on veut pas vous faire peur, mais en fait après toutes ces années aux US, on a vu tellement de gens arriver, pas vrai Bénédicte, non préparés et avec des transactions en fait qui ont déjà eu lieu et donc il n'y avait plus moyen de faire machine arrière. Donc nous, notre but, c'est vraiment d'alerter les gens et d'arriver aux États-Unis de la façon, je veux dire, la plus intelligente d'un point de vue fiscal et en connaissance de cause. Donc comme ça, si des opérations sont à faire avant d'arriver aux US, ben, vous les faites avec une taxation française uniquement qui est maîtrisée et éviter un frottement fiscal avec les États-Unis. Donc voilà, donc je pense que c'était le mot de la fin. Je ne sais pas, Bénédicte, si tu veux rajouter quelque chose.
Non, non, tout à fait. C'était Non. très Ok, bon résumé. très bien. Bah, merci à Merci à tous. tous. Et puis, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.